On va commencer, donc on a 10 minutes de retard, veuillez nous excuser mesdames, messieurs. C'est d'autant plus triste d'avoir 10 minutes de retard que les sujets que l'on aborde aujourd'hui sont des sujets qui traversent toute l'actualité et de ce salon et de la réflexion aujourd'hui sur l'évolution de notre société. Quels sont les nouveaux outils d'analyse des filières et surtout qu'est-ce qu'aujourd'hui ce courant si fort que l'on traite de toutes les manières dans l'opinion publique, dans les journaux, et mieux ici, bien évidemment, dans ces conférences, sur ces tables rondes, sur la dimension écologique et sociale, s'impose-t-elle? Est-elle engagée? Jusqu'à quel degré nos modes de vie changent? Et donc l'industrie de la mode, qui est une industrie qui a toujours une longueur d'avance, pas simplement parce qu'on est sur Avantex, mais c'est vrai à cette longueur d'avance, puisqu'elle analyse finement des comportements simples et paradoxaux. Pour en parler, faire une espèce de petit planning, n'est-ce pas? On va passer la parole immédiatement à Aurore Maire d'Utopie. Ce que l'on va faire, c'est ainsi, on va parler brièvement chacun, n'est-ce pas, pour expliquer ce que vous faites ou qui vous êtes. Et puis après, la discussion va s'ouvrir, comme on le faisait d'ailleurs en préparant cette table ronde. Aurore, je vous prie. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc, eh bien, j'ai donc l'honneur d'ouvrir cette table ronde. Merci beaucoup. Je suis Aurore Maire et en charge des sujets dits de grande consommation pour un cabinet de conseil en développement durable qui s'appelle Utopie. Et évidemment, ça englobe la vaste question de la mode. Utopie a été créée il y a 25 ans par une personne qui s'appelle Elisabeth Laville et qui a fondé ce cabinet qui demeure aujourd'hui indépendant pour accompagner les entreprises, les petites, les grandes, les PME pionnières ou les entreprises qui cherchent à intégrer le développement durable à leurs objectifs aujourd'hui. Nous faisons ça depuis 25 ans pour un travail sur la stratégie, soit à l'échelle de l'entreprise, soit à l'échelle de la marque. On parle donc aujourd'hui, moi quand je prends la parole, je parle et je vis d'ailleurs, mon prisme, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Au départ, ce qu'on appelle la RSE dans un jargon partagé, au départ, la RSE consistait pour les entreprises à accepter de répondre de leurs activités et des impacts de ces activités sur les personnes et sur la planète. Et c'était une façon, finalement, c'était une forme de license to operate, une façon de continuer à pouvoir agir et d'avoir le droit d'exercer cette activité aux yeux du monde, tout en limitant évidemment les impacts, en essayant de limiter au maximum les impacts négatifs de ces activités. Et petit à petit, cette RSE, elle s'est transformée aussi en une capacité à utiliser ce qui pouvait ressembler à des contraintes pour en faire des opportunités. Et donc il ne s'agit pas tant aujourd'hui de limiter ces impacts, il faut bien sûr continuer à le faire, mais il faut aussi utiliser aujourd'hui la puissance d'une entreprise, d'une marque, sa capacité à innover. La mode est pour ça assez folle, assez forte, assez puissante pour changer d'une certaine façon la norme, donc utiliser ça. Ce pouvoir de l'entreprise pour rechercher un impact positif. Au demeurant, Utopie est une société qui a emmené en France le label qu'on appelle B Corp, qui est certifié B Corp, qui était la première certifiée en France. Et je ne vais pas m'étendre sur ça, c'est pas le propos aujourd'hui. Ce label a juste pour propos de dire on est des entreprises, donc on fait du business, on travaille, on est un acteur économique et on veut le faire de telle façon que ce soit meilleur pour le monde. Donc on peut joindre l'intérêt économique à l'intérêt sociétal. Donc ça, c'est vraiment le propos de la RSE aujourd'hui. Et je vous regarde. Oui. Vous voulez non, mais juste pour dire, ça dépasse largement le cadre des impacts finalement. Je parlais d'innovation, mais dans le secteur de la mode, par exemple, quel retailer n'a pas de difficulté aujourd'hui, en France ou ailleurs, à recruter des vendeurs pour ses boutiques parce que n'a pas de solution, de réponse à opposer à la question que faites-vous aujourd'hui pour la planète, hein. Donc ça dépasse vraiment le cadre strict de l'impact, de la minimisation de l'impact. C'est pour ça que c'était une question, mais on va revenir dessus, hein. C'est pour ça que c'était une question qui nous semblait extrêmement nécessaire pour commencer cette matinée. On la traite de manière différente. Vous avez vu, il y a un programme complet de conférences. Il y a une autre manière de travailler cet après-midi, la RSE, avec des créateurs. Et là, on voulait s'intéresser aux outils. Donc après ce panorama, mais on revient dessus. Alors nos camarades, là, Heather et Friend, vous nous expliquez, vous, quels outils vous avez su développer au travers de Playground? Non, les dames d'abord, hein. On veut entendre Heather, nous. Non, Heather first. On est d'accord?
Hello, good morning. Because you are partners. Yes. No. Hi, I'm Heather Williams, founder of Sourcing Playground. I'm here with Fred Rushus, our co-founder and technical co-founder. Sourcing Playground is an online platform that helps fashion brands to reduce their social environmental impact by connecting them When with... you set up your platform, when did you set up your platform? 3 years ago. 3 years ago. So we help them to reduce their impact by connecting them with more certified factories, those with social and environmental compliance. And we do that through 2 products. We have an online marketplace that helps smaller brands to connect and compare different global vendors. So for price comparisons, for their social, to make sure they're actually compliant in the products that they're developing. And we also, for more established brands and retailers, we have a supplier database where companies who are focused on strategic sourcing and supplier consolidation, we help them with customized data solutions so they can really understand their suppliers and who they're working with, and then able to make better sourcing decisions. And you work only for brands? For labels? Yes. Only. Fashion And brands retailers and too? Retailers, sorry? And retailers too? Yes. Absolutely. Fred, you want to add something? Because the round table, we speak one another, one after another. Non, elle a très bien résumé l'objectif de notre entreprise. Donc moi, je suis un petit peu dans la partie technique de l'entreprise. Donc c'est mon job un peu de faire en sorte que la marketplace et les données sont collectées de la façon qui ont... Justement, comment vous collectez ces données? Comment vous les actualisez? Vous travaillez avec un panel de consommateurs que vous analysez? Vous suivez les bons exemples dont vous transformez évidemment la valeur ajoutée pour donner ces solutions à d'autres marques? Alors, c'est quelque chose justement qui est assez intéressant parce que... c'est pour ça qu'on vous le demande. On y travaille de plus en plus. En fait, quand on a commencé la marketplace, on est passé d'un postulat où on pouvait en fait avoir confiance par rapport aux données que les gens nous donnent. Et en fait, plus ça va et plus on commence à rentrer dans une autre phase où en fait on dit non, on va pas faire confiance aux données qui nous sont données par les entreprises elles-mêmes. Et en fait, on collecte grâce aux données publiques ou alors avec des données privées qui nous sont données, une sorte de base de données de confiance qui nous permet d'y voir plus clair dans la supply chain. On reviendra sur cette notion de confiance parce que dans d'autres tables rondes, on parle de sincérité. Mais on continue le tour de table. Donc à propos de confiance et sincérité, c'est à vous de parler, Benoît. Là. On vous fait confiance et on espère que vous êtes sincère. Merci pour l'introduction. Alors moi donc Benoît, je dirige une société qui s'appelle AQM, qui a intégré le groupe Eurofins il y a 6 mois. AQM, c'est une société qu'on a créée il y a 15 ans, donc en 2005. Donc on est relativement, je dirais, on se rapproche d'utopie en termes d'âge d'entreprise. Et notre core business, notre métier, c'est d'amener d'être les yeux de nos clients dans la supply chain, d'abord asiatique et aujourd'hui africaine et on va dire euro-méditerranéenne. On a, je dirais, alors on a intégré le groupe Eurofins qui est aujourd'hui un très grand groupe. C'est ça. Vous nous rappelez ce qu'est Eurofins, s'il vous plaît? Eurofins, un groupe international. C'est un groupe, voilà, un groupe français. C'est 45 000 personnes, 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc une grosse entité qui était au début spécialisée dans tout ce qui est microbiologie. Donc je dirais que nous, fournisseurs de services pour la mode et le textile, c'est très loin. Ce qui nous a plu dans Eurofins, c'est la volonté on va dire, d'agir pour l'humain, pour un bénéfice humain, et c'est ce qui nous pousse notre volonté chez AQM. Juste pour revenir sur notre métier, comme on en parlait tout à l'heure lors du café introductif, on a 3 métiers pour aider les marques et les retailers dans leur supply chain. On va faire des audits d'usines, donc leur expliquer ce qui se passe dans les usines avec lesquelles ils travaillent. On va s'intéresser à leurs produits, parce qu'on parle de sustainability, mais je dirais que trop souvent, on s'intéresse aux conditions de travail, à l'environnement. Mais finalement,
la durabilité du produit, c'est quelque chose qui est clé quand on parle de développement durable. Et la troisième chose, c'est que pour animer tout ça, il faut que les gens sachent de quoi on parle. Que les gens soient formés. Les gens, c'est-à-dire le public consommateur ou les intervenants dans la supply chain? C'est une très bonne question, merci. On ne s'adresse pas au public. En revanche, on s'adresse de plus en plus aux gens qui sont acteurs. C'est-à-dire qu'avant, on s'intéressait aux workers d'abord, puis ensuite au management des usines, puis ensuite, on s'est intéressé au bureau d'achat en Asie. Et là, 2019, ça a été un shift. On a fait plus de formations auprès des acheteurs dans les marques, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, pour former les acheteurs à la compréhension de ce qu'ils font tous les jours. Pourquoi ils achètent dans telle ou telle usine, comment ils doivent acheter et quels sont les impacts de leurs actions. C'est pour moi une des clés de la réussite. Merci beaucoup. Là aussi, on reviendra sur ces clés. Alors vous, cher Rim, vous avez développé des outils particuliers, n'est-ce pas, digitaux, si je ne me trompe, n'est-ce pas, pour analyser justement ces comportements vertueux. Oh, bon, vous allez nous l'expliquer mieux que je ne le fais. Donc, bonjour, je m'appelle Rim Trabelsi, je suis la cofondatrice de Clear Fashion. Clear Fashion, c'est une application mobile en fait pour les consommateurs, pour les aider à choisir les vêtements qui sont les plus éco-responsables. Notre mission, en fait, c'est d'apporter de la transparence dans le secteur de la mode, notamment auprès des consommateurs. C'est vraiment notre premier objectif. Comment ça fonctionne? Donc, c'est une application mobile. Il vous suffit en fait de rentrer le nom de la marque que vous souhaitez et vous obtenez des informations sur 4 thématiques qui sont l'environnement. C'est un peu ce qu'on voit dans l'alimentaire, l'application qui s'appelle Yuka ou je ne sais quoi. On nous dit souvent ça. On dit souvent c'est le Yuka. C'est pour ça, pardon, d'une question populaire. Oui, pas de problème. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Je rentre une marque, n'est-ce pas? Prise unique, par exemple. Voilà, vous rentrez une marque. Sinon, on l'a référencée. Aujourd'hui, on a plus de 100 marques qui sont référencées, qui sont analysées. Sinon, on l'a référencée. Et pardonnez-moi, les marques qui sont référencées, elles viennent volontairement demander d'être référencées ou c'est vous qui dites, le fabricant de pull rouge, la belle veste grise de monsieur, la chemise bleue, ceux-là, il faut que je les référence parce qu'ils sont très consommés? Alors, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça parce que c'est... Donc, en tant que consommateur, déjà vous allez apporter justement la marque, vous allez mettre la marque que vous souhaitez retrouver et vous allez obtenir des informations sur 4 thématiques: social, environnement, les conditions de travail, l'environnement, le bien-être animal et la santé. Comment maintenant on récolte les données? Nous, en fait, on a 2 manières de le faire. La première, c'est via la demande des utilisateurs. Nous, on peut suivre la demande des consommateurs qui vont nous dire, moi je recherche par exemple la marque Doc Martens, la marque Vans, la marque Pimki. Chaque mois, en fait, on fait la liste des priorités. Nous, on a la capacité en fait d'aller rechercher nous-mêmes des informations sur 15 à 20 marques par mois. Donc pour ces marques-là, en fait, on va nous-mêmes aller collecter de l'information et en même temps, on va aller contacter la marque pour lui dire dans un mois vous serez référencé. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas. Si vous souhaitez ajouter des informations par exemple qui ne sont pas forcément communiquées sur votre site web, si vous souhaitez ajouter des informations sur les audits que vous réalisez puisque vous ne les communiquez pas jusqu'à présent. L'autre méthode, c'est des marques qui viennent vers nous. Donc on a aujourd'hui, depuis le lancement qui était en mi-septembre, donc ça fait 5 mois, oui c'est très récent, on a plus de 180 marques en fait qui sont venues vers nous, de tout type, hein, des petites, des grandes, tout type d'univers. Donc là on a beaucoup de marques qui viennent vers nous et qui cherchent à se référencer. Donc là c'est très simple, on leur envoie les documents qui permettent de le faire et nous on fait un contrôle et on intègre les déclarations qui ont été validées par notre équipe. On va revenir aussi dans le détail si vous le voulez bien. La notion de confiance, comment vous l'envisagez chez Utopie? Enfin, qu'est-ce qu'elle signifie, je veux dire, en interprétation sociologique, comportementale? La notion de confiance entre qui je pourrais demander. Aujourd'hui, si je devais répondre rapidement, je dirais elle est évidemment clé et fondamentale. La mode a tardé à prendre la mesure des enjeux sociétaux et mondiaux.
Schématiquement, on a l'habitude de dire la trajectoire de la mode suit celle qu'ont connue l'alimentation et la cosmétique sur les 25 dernières années. Si je dois être schématique, début des années 2000, crise de la vache folle, chamboulement dans l'industrie agroalimentaire, mi-2000-2005, crise des parabènes, chamboulement dans l'industrie cosmétique. Je suis évidemment très schématique. Il y avait aussi des acteurs qui se saisissaient des sujets et des petits faiseurs pionniers qui poussaient les sujets. Et 2013, Rana Plaza, électrochoc, et là c'est la mode qui est sujette à se poser ces questions. Et donc la mode a tardé par rapport aux autres, elle a pris du retard, et donc il y a un déficit cruel de confiance. La bonne nouvelle, c'est que arrivant plus tard, les solutions sont aussi plus présentes, et donc elle se saisit plus vite des sujets. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, nous, c'est qu'il y a encore, même auprès des faiseurs, même à destination, vous le voyez peut-être, des marques, des retailers, des entreprises qui agissent, il y a encore un déficit de confiance ouais, et un frein du consommateur. Nous, on a un observatoire qu'on appelle l'observatoire des marques positives, donc qui ne va auditer en rien, qui mesure simplement la perception du consommateur sur la positivité des marques. Donc c'est vraiment de la perception. Comment le consommateur positionne la marque sur un échiquier de responsabilité. Et bien, les marques de mode sont celles qui sont les plus mal cotées encore aujourd'hui. Et en dépit, et on voit le secteur évoluer. Pourquoi les plus mal cotées? Parce qu'on a plus d'attentes vis-à-vis d'elles, parce qu'on porte ça sur la peau, comme la cosméto, n'est-ce pas, je viens de vous être appliqué, enfin s'applique sur l'extérieur d'un corps. Parce que elle part de plus loin. Et parce qu'aujourd'hui, la prise de conscience des coûts cachés de la mode, qu'ils soient économiques ou sociaux, elle existe. Elle existe chez à peu près tout le monde, en tout cas elle est répartie de façon diffuse, mais elle existe, et les consommateurs sont désormais en attente de solutions plus authentiques. Donc il y a vraiment de très bonnes nouvelles, c'est qu'il y a les problèmes sont là, mais les solutions existent, et l'une des réponses, c'est pas la seule, il y a des réponses, l'une des réponses en tout cas, c'est d'aller vers une forme de transparence radicale, au sens une très grande authenticité sur toute la chaîne de valeur. Donc ça passe par l'ensemble de vos outils en réalité. Ben justement, alors on en parle des outils. Qu'est-ce qui prend la parole juste un truc. Faites, je vous en prie. Juste une chose, non, la question était, il y a des nouveaux outils, et comment les préoccupations environnementales et sociales doivent s'imposer. Et pour nous, la question, elle est inverse. C'est les questions environnementales et sociales doivent s'imposer, et de quels outils ont-elles besoin aujourd'hui? En fait, il n'y a plus de débat. Pour que la mode continue d'avancer... Il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, le cadre, il n'a pas changé. C'est une exigence de plus du consommateur. Oui, du consommateur, oui, et de la société, oui, j'allais dire, ouais. Et du consommateur, de la crise climatique, de la crise du vivant. Voilà, c'est un enjeu de pérennité. C'est un enjeu de pérennité. Et la bonne nouvelle, c'est que des outils existent. Mais d'ailleurs, vous verrez, pour le cahier de tendance, si vous le prenez les uns les autres, je vous invite à le faire. Bon, c'est un des grands thèmes, n'est-ce pas, qui a été évoqué par l'équipe, et on le retrouve plus ou moins diffusé sur les différents forums de tendance ici. Effectivement, c'est cette grande question qui traverse nos sociétés et à laquelle la mode est extrêmement directement confrontée, pardon de dire extrêmement directement. D'ailleurs, on le voit, vous verrez depuis de plus en plus, nombre d'exposants affichent, n'est-ce pas, un petit pictogramme vert qui signifie qu'ils ont en principe répondu aux conditions exigencielles, n'est-ce pas, de sécurité ou de traçabilité ou de protection. Ces outils, qui en parlent? Benoît, Fred? Alors, moi j'avais deux remarques, ou en tout cas pour apporter de l'eau au moulin de notre discussion. Il y a un prisme qu'il ne faut pas qu'on oublie, qui est très important, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, on a commencé effectivement, l'industrie de la mode a commencé à produire massivement offshore, donc en Asie, dans des pays qui sont en voie de développement. Voilà. L'offre que j'y trouve ici. Exactement. Et toute sa validité dans un schéma mondial d'une industrie de la mode. Tout à fait. Et là, le warning que je mettrais, c'est sur... Il ne faudrait pas que l'industrie de la mode fasse un shift complet aussi rapide dans l'autre sens et laisse tous ces gens démunis dans des usines vides sans avoir de salaire à la fin du mois. Ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le souligner parce que, vous voyez, on recevait
comme il y a ces crises mondiales en ce moment sanitaires, n'est-ce pas, les télévisions s'intéressent et viennent au salon, n'est-ce pas, où ils viennent peu souvent d'ordinaire, parce que l'économie de la mode, ça les passionne moins, mais là tout d'un coup on touche la vie sociale. Et c'est vrai que c'est ce qu'on leur explique. Le monde est ouvert d'une certaine manière, toutes ces usines que l'Occident a voulu, ce déplacement sur l'optimisation mondiale des conditions de production, effectivement, du jour au lendemain, les choses doivent être peut-être rééquilibrées, réorganisées, dans des marchés de proximité, des exigences particulières pour ce qui vient du bout du monde, mais vous avez raison de souligner ce prisme. Pardon de ce commentaire, Benoît. Non, mais c'est tout à fait à propos. Le deuxième commentaire que je ferai, c'est donc, vous nous interrogez sur les outils. Aujourd'hui, les outils, il y en a de plus en plus, et ils sont je dirais, de plus en plus accessibles. Je parle en termes de prix. Une marque devait faire un audit pour plusieurs milliers d'euros il y a quelques années. Aujourd'hui, l'audit d'usine, c'est un produit, un service qui a tendance à se commoditiser, qui devient de plus en plus accessible. En revanche, il est important, et on en parlait également avant, il est important de le faire de manière, je dirais, smart ou intelligente, et de ne pas appliquer des méthodes, parce que voilà, je vais être membre d'une initiative, et donc je dois auditer toutes mes usines. Alors j'audite toutes mes usines. Je dis à mon CEO, c'est bon, chef, toutes les usines ont été auditées, on est safe. En revanche, nous, AQM, Eurofins AQM, ce qu'on essaye de pousser comme idée auprès de nos clients, qui sont des marques de mode, des distributeurs, c'est peut-être d'auditer moins, mais d'auditer mieux. De faire en sorte que les productions soient suivies. On en parlait, on a fait une étude l'année dernière, 25% des productions ne sont pas là où pensent que les marques sont. Autrement dit, vous placez une commande dans une usine, ça a beau être une usine que vous connaissez, un fournisseur qui est devenu votre ami depuis des années et des années, 25%, une commande sur 4 ne se fait pas à 100% de l'usine où vous avez placé la commande. Ça veut dire que vous avez beau auditer cette usine, on a eu un cas récemment, un distributeur anglo-saxon, il avait 25% de sa production qui était faite dans des prisons en Chine. Et les usines... Ça, il le savait quand même. Non, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Parce qu'il y a une chaîne. C'est ça, il y a une chaîne de sous-traitance. Il avait 3 audits et de positifs. Voilà, il avait 3 audits positifs qui attestaient que les conditions de travail socialement, en termes de sécurité d'environnement, dans l'usine étaient bonnes. Audits qui avaient été faits par des confrères, mais qui auraient pu être faits par nous. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut. C'est important que. C'est pour ça aussi qu'il faut se méfier de l'autocertification. Vous savez, dans certains pans d'une chaîne industrielle, quelle qu'elle soit, l'entreprise elle-même certifie. C'est intéressant cette remarque. Je voulais juste sauter sur l'occasion parce que il y avait avec le BCI, le Better Cotton Initiative, il y a eu un scandale très récemment. Je suppose que c'est peut-être relié à l'expérience que vous communiquez, qui est donc de BCI, qui est une très grosse organisation de coton organique. Où justement ils se sont rencontrés, même eux, qu'ils ne savaient pas que c'était fait dans des prisons chinoises, dans des conditions délétères. Donc c'est intéressant de voir que même à un très haut niveau, les gens ne savent pas où sont faites les choses. Je rebondis sur le coton organique. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle est au courant des chiffres, mais aujourd'hui, il est sur le marché. Il y a 2 fois plus de produits faits à base de coton organique que la capacité de production mondiale de coton organique aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a de la création ex nihilo de t-shirts en coton organique. Je plaisante, mais ça pose la question, et on en parlait aussi avant, de la validité ou de la valeur des labels, de la valeur des certifications, et de comment les marques ne se fient pas à 100% à ce type de label, mais mettent en place un système de vérification. Yes, please, Heather. I think one of the most important things for like that, your microphone, please. With certification is I feel that brands attach themselves to a certification because they feel like, okay, there is a problem, let's go and use an outside auditing company to check my factories. And they want to do better. It's not like they want to encourage this type of awful behavior. So they go to a certification hoping that will be the answer.
And unfortunately, we all know that it's not. Although it is fantastic to be able to understand some of the working conditions at some of the factories, but we know the problems lie because of the factories you don't know about. So how do you solve that? And I think the first thing we can do is transparency, because only until we know about the factories can we then go and improve the conditions at them. And I think this is spiraled from the notion of fashion brands have used, well, suppliers are competitive advantages. So suppliers are kept really secret, and they're kept to, you know, they don't want to be shared amongst their competitors. It's kept private. And I think only now we're realizing the detriment of what that's caused. So until people start to open and say, okay, well, these are my factories, if consumers are aware of the factories we're using, I think it will encourage also suppliers to be more open, because they've also been aware that, okay, we can't tell anyone who we're working with because those brands don't want to share that information. Often you ask a supplier, who do you work with? They're not allowed to tell you because the competitors don't want them to find out. Je pense qu'il faut comprendre aussi, enfin, si vous en êtes d'accord, je pense qu'il faut également comprendre, comme vous disiez très justement, on est un peu neuf sur toutes ces affaires, n'est-ce pas? Parce que c'est 15 ans, c'est 20 ans. Bon, ces notions de transparence auxquelles les marques ont envie d'adhérer, pas simplement, je veux dire, pour avoir un élément de communication de plus, c'est parce que c'est devenu cette nécessité qui est celle de l'environnement économico, politico, sociétal et citoyen en même temps. Mais je pense que les outils que vous développez les uns et les autres vont avoir toute leur importance dans la diffusion et dans la compréhension par les différentes marques, n'est-ce pas? Même que le consommateur, il mélange un peu tout, me semble-t-il, hein, dans ses analyses et ses attentes, parce qu'on est dans un schéma en progression, me semble-t-il. Est-ce que c'est une idée que vous partagez, ce schéma de progression? C'est absolument une idée que, en tout cas, nous, quand nous travaillons avec des entreprises, nous partageons. C'est la meilleure façon de se mettre en mouvement, d'accepter qu'on est dans de l'amélioration continue. C'est une rupture, comme toutes les ruptures, elle prend un temps pour être digérée et adaptée. C'est un temps de transition. Mais je pense que c'est encore ce qui freine les marques ou les retailers aujourd'hui, c'est de comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits ni pour avancer, ni même pour continuer de communiquer et de produire sur le marché. Il y a des entreprises, elles sont françaises à l'origine, mais qui font ça très bien. Veja, sur les baskets éco-responsables, Loom, après eux, mais de la même façon, sur la mode homme, qui à la fois sont nés avec des valeurs éco-responsables et les portent, et ont tout à fait, en parallèle, été capables de montrer leurs limites. Ils ont sur leur site internet, donc sur leurs outils de communication, des pages très bien faites qui montrent leurs limites. C'est aussi une façon d'expliquer leur modèle. Quand on connaît son modèle, quand on a un cap pour l'entreprise, une raison d'être, on est tout à fait capable d'identifier les trous dans la raquette. Et on exhorte, nous, les marques, les entreprises, quelles qu'elles soient, à travailler de cette façon-là et à se placer dans l'amélioration continue. Quand on travaillait sur une table ronde sur la technologie, on parlait avant-hier, je sais plus, on parlait des plastiques, des biopolymères, de la biodégradation. Bon, l'univers du plastique, il est là, n'est-ce pas, avec toutes les vertus que le plastique comporte, n'est-ce pas, que les polymères comportent. Alors, des gens posaient une question sur le biodégradable lié au biocompostable. On mélange tout, les données se mélangent toutes, avec toutes des exigences multiples. Je pense que ça, c'est un point important, c'est de souligner, d'ouvrir les voies vertueuses, excuse-moi, je reprends cette expression, et aussi d'aider le consommateur à avoir les bons réflexes. Oui, moi je suis d'accord avec ça. En effet, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Nous, en fait, en tout cas, notre conviction chez Clear Fashion, c'est que c'est la demande des consommateurs, notamment la demande de transparence, mais aussi la demande de faire évoluer certaines pratiques auprès des marques, qui va faire que les marques vont évoluer et faire évoluer leur chaîne de production. Nous, ça, c'est notre conviction chez Clear Fashion. C'est notre positionnement, voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque aussi. On est très jeune, donc ça fait 5 mois qu'on existe. Et il y a déjà des marques qui déjà changent leur manière de communiquer. Ce qui est déjà, en fait, honnêtement, c'est le plus grand frein qu'on va avoir aujourd'hui pour faire participer une marque. C'est en effet, jusqu'à présent, la plupart des marques avaient l'habitude de communiquer seulement ce qui était positif, ce qui était des actions responsables. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne fait pas, on ne le communique pas. En participant chez nous, en fait, elles sont obligées, en fait, dès lors qu'elles participent, le fait qu'elles ne répondent pas à certaines des questions, donc elles ne savent pas,
ça sera visible auprès des consommateurs, puisqu'on pourra mettre, il n'y a pas d'engagement là-dessus, il n'y a pas d'informations sur les fournisseurs de rang 2, par exemple, etc. Donc, finalement, la plus grande complexité que nous, on a eu à faire participer les marques, c'est de faire changer déjà le paradigme de communication, de faire en sorte de transformer leur philosophie de communication, c'est-à-dire qui était on communique que sur les sujets qui sont positifs, on communique de manière sincère sur nos pratiques actuelles et on va dire nos limites. Alors ça, c'est la plus grande difficulté qu'on a. Mais honnêtement, on ressent une vraie transition. Il y a vraiment, ça devient de plus en plus simple de convaincre. Donc c'est une super nouvelle pour les consommateurs, pour l'industrie de la mode aussi, je pense. Convaincre ou informer? De convaincre les marques à convaincre participer, les marques, d'accord, pas informer, à participer et à être et à accepter finalement d'avoir quelquefois des notes qui sont pas forcément les meilleures sur certaines des thématiques qu'elles ne traitent pas encore, ce qui est finalement normal, c'est pas grave. Si on ne travaille pas encore sur le sujet par exemple du bien-être animal, qu'on n'a pas la connaissance de l'origine des matériaux, des matières animales, c'est normal finalement qu'il y ait encore une marge de progression en fait. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant en effet, pour faire ça, pour aider les consommateurs, il faut leur apporter des informations très simples et comme le montre. C'est une question importante, hein, les informations très simples, parce que, pardon, je vous coupe la parole et je suis grossier, mais avant-hier il y a eu une table ronde sur l'entretien des matières textiles, mais les gens comprennent rien à l'étiquette. Enfin, pas grand-chose à l'étiquette. Bon, or l'étiquette est très nécessaire. Et si on parle de RSE, les conditions d'entretien d'un vêtement ou d'un textile, je veux dire, sont extrêmement importantes aussi. Est-ce qu'on lave bien? Est-ce qu'on lave suffisamment? Est-ce qu'on lave? Non. Quand est-ce qu'un vêtement est sale ou quelle est la définition du propre? On ne lave pas son jean tous les 2 jours, en principe, pour prendre un exemple très caricatural, mais je crois que beaucoup de gens lavent leur jean tous les 2 jours, comme leur paire de chaussettes. Peut-être que les chaussettes, ils ne les lavent pas tous les 2 jours, mais ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, il y a toutes ces questions qui sont intéressantes. Enfin, je pense que vous l'analysez chez Utopie. Moi, quand je dis intéressante, pardon, je résume trop mal les choses. Mais c'est là qu'on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur comment vous accompagnez, me semble-t-il, les marques, l'industrie, disons, l'industrie, plutôt que les marques, l'industrie, à adopter les bons schémas sur des pans peut-être qui connaissent mal de leur activité, parce que la production mondialisée, ça existe, n'est-ce pas? Donc, comment, à différents stades, on peut apporter ce plus qui va faire la valeur ajoutée de la marque? Alors, je voudrais d'abord commencer. Je trouve que ce que dit Rim est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les choses changeront à partir du moment où les gens consommeront différemment. Ça, c'est clair. Oui, c'est une question comportementale, mais là, on a la spécialiste. Non, je voulais juste. Je pense que c'est aussi une façon. Il y a une convergence en fait, une convergence des réflexions et des attentes. Et je pense que certes, la demande consommateur, le consommateur a un pouvoir, le pouvoir de voter quand il achète, c'est évident. Et il y a une prise de conscience en ce sens. Et je crois qu'il faut aussi exhorter les entreprises, les marques, les retailers à avoir l'audace et le courage d'une logique de l'offre, c'est-à-dire s'affranchir un tout petit peu de ce qu'on apprend en marketing traditionnel, qui est je réponds à la demande. Il s'agit bien évidemment de continuer à faire du business, mais avec une logique de l'offre au sens se doter d'un cap d'entreprise, d'une raison d'être audacieuse qui prenne en considération ces enjeux sociétaux actuels, qui aille plus loin sur les questions de transparence, par exemple, que vous portez, et qui soit d'une certaine manière un peu précurseur, qui ne soit pas attentiste et simplement en réaction, mais proactif sur ces sujets-là. On a vraiment besoin des entreprises aujourd'hui pour faire bouger les lignes avant même que les consommateurs ne le demandent. Le consommateur, il est de plus en plus informé, mais effectivement, il n'est pas professionnel du secteur, a priori. Tout à fait. Alors, j'allais rajouter effectivement qu'aujourd'hui, parmi nos clients, ceux qu'on voit évoluer positivement sont souvent, quelle que soit la taille, ceux dont le dirigeant a une vision claire de ce qu'il veut faire de son entreprise. Et quand on parle de développement durable, c'est aussi développement de business durable. Et construire son business en ayant une vision court terme et en essayant de maximiser les marges sur quelques produits phares qu'on va réussir à mettre en vitrine dans 2 semaines, c'est peut-être pas une vision qui permettra à long terme de maintenir l'entreprise à un haut niveau de performance. Voilà. Après, pour revenir sur votre question sur les outils, aujourd'hui,
encore une fois, le panel d'outils disponibles, il est très, très large. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, sur tous les outils traditionnels, il est vraiment important, quand vous travaillez avec un prestataire X ou Y, de pouvoir lui demander de récupérer de la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tous les services, que ce soit une inspection classique d'un produit ou un audit d'usine, aujourd'hui, nous on récupère un certain nombre de données qui nous permettent ensuite de pouvoir soit conseiller les clients. Alors quand on dit conseiller les clients, c'est-à-dire sur des zones géographiques ou sur du type de sourcing, soit informer ou donner de la matière aux marques et aux retailers pour pouvoir informer leurs propres clients. Aujourd'hui, dans les données qu'on récupère, par exemple, il est que dans les pays de sourcing qui ont fait les plus gros progrès en termes de sécurité dans leurs usines, c'est le Bangladesh. Et voilà, le Bangladesh est ici. Le Bangladesh subit encore un Bangladesh bashing, c'est-à-dire que le consommateur qui voit une étiquette Made in Bangladesh en magasin, il se dit, moi je veux être responsable, je vais donc acheter pas du Made in Bangladesh, mais sans se poser la question de tous les efforts qui ont été faits par les marques, par les usines, sur ce pays. Là-dessus, alors nous, on a fait une petite étude justement consommateurs auprès justement de nos utilisateurs. On leur a demandé justement quelle était leur perception des différents Made in France, Made in Italie, Made in Bangladesh. Et en effet, ce qu'on remarque, c'est que les consommateurs considèrent que Made in Bangladesh, en tout cas, on parle de notre cible, qui est une cible très engagée, qui est assez sensible à ces sujets, considère que Made in Bangladesh ne rime pas, en tout cas, avec éco-responsable. Alors, le problème de ça, nous, en tout cas, chez Clear Fashion, on n'a pas du tout cette simplification, ce serait vraiment triste et très réducteur. Maintenant, le problème, c'est que justement, en tant que consommateur, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière le Made in Bangladesh. On ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière le Made in France réellement. On attend à ce que... Vous dites, par exemple, il faut que les consommateurs se demandent, mais en fait, moi, si je vais dans une boutique et que je pose la question à mon vendeur, il n'a pas les informations. Si je pose la question même au service client et au community manager de la marque, on ne me répond pas. Si moi, en tant que Clear Fashion, je pose la question, on ne me répond pas. Donc finalement, les consommateurs n'ont pas les moyens de savoir ce qui se cache ou ce qu'il y a derrière, parce que bon, c'est pas forcément négatif, le Made in Bangladesh, mais pour des... En fait, on fait tous une petite analyse de risque, on va dire, et on va se dire finalement, bon bah, peut-être qu'il y a plus de chances que ce soit pas forcément bien. Comme j'ai pas les moyens de trouver plus d'informations, je préfère limiter les risques en fait. Et donc c'est là où justement ces marques qui font du Made in Bangladesh, si en plus de ça elles le font de manière à ce que ce soit à choisir justement des entreprises qui font les choses bien, eh bien elles ont tout intérêt à le communiquer aux consommateurs pour les rassurer en fait. Parce que justement c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait évoluer tout le marché en fait, c'est de communiquer aux consommateurs pour changer justement cette simplification qu'on pourrait avoir. Complètement. Et c'est ce que je disais, quand on donne des données aux marques, souvent on les engage à communiquer ces données. Vous citiez une marque du Nord il y a quelques minutes. Si vous allez sur le site de Pimki, vous avez accès à la liste complète de leurs usines, de leurs fournisseurs. Voilà. C'est une marque de transparence. Ouais. Alors comme on le disait, je pense que c'est aussi la stratégie des petits pas. Qu'il faut accepter que tout n'est pas parfait et qu'on va s'améliorer, etc., etc. C'est très récent ça, et c'est très bien qu'au début, c'est les pionniers qui faisaient ça. Patagonia a fait ça au début, et il y a des marques très engagées qui le font de façon très radicale. Asket en Suède, qui a un rapport de traçabilité et qui est capable de dire pour chacun de ses articles, je vais de 50 à 100% de traçabilité, et quand j'y suis pas, sur cette chaussette, je ne sais pas d'où vient la laine, j'explique que je ne sais pas pourquoi je suis pas à 100 et parce que je ne sais pas d'où vient la laine. Et on commence à dire, nous, que le nouveau Made in, alors c'est un raccourci, mais le nouveau Made in, c'est vraiment la transparence radicale, finalement, et le consommateur n'est pas encore à ça, mais plutôt que se réfugier derrière un Made in, et on sait bien que vous savez mieux que quiconque que ça ne signifie pas grand-chose, il faut tendre vers cette transparence radicale. C'est vraiment, enfin, c'est ce à quoi on peut d'abord exhorter les faiseurs. Pardon, juste une toute petite remarque. Je vois un peu les progrès qui sont faits dans l'éducation de nos enfants. Moi, j'ai des filles qui sont elles ont la plus grande à 7 ans, et c'est elle qui me dit comment il faut trier les déchets à la maison, la consommation. Papa, demain,
à l'école, on coupe le chauffage, on met des pulls, comme ça on va économiser tant de kilowattheures, etc. Je pense que cette éducation, il faudrait que l'industrie de la mode, alors j'aime pas trop le terme d'industrie de la mode, ça fait très... Mais on va dire que les acteurs, les différents acteurs, puissent travailler aussi avec les acteurs de l'éducation sur ce type de choses. Parce que l'impact, effectivement, il est énorme. On porte tous des vêtements, depuis le plus jeune âge jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet d'éducation sur ce sujet-là, sur lequel aujourd'hui, Eurofins AQM, on n'est pas encore, mais on serait heureux de pouvoir participer. Oui, parce que ces notions, on parlait de comportement, la consommation est une attitude comportementale, paradoxale forcément, paradoxale, heureusement paradoxale, j'allais dire, bon, parce que tout ça, ça rejoint après ça rejoint une certaine sensibilité, une certaine réactivité, l'émotion, parce que la mode, ça fonctionne avec l'émotion, et l'émotion n'est en principe pas extrêmement rationnelle. Mais vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur 2 points, en fait, sur le point de Benoît et de Rim. Alors, un point important pour moi, c'est donc de se concentrer sur les données. Donc, rebondir exactement sur ce que vous disiez. Et la qualité des données. Donc, ça c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir, malheureusement. Je pense que l'industrie fait des gros efforts dans ce domaine-là, grâce à des initiatives ou des entreprises comme les vôtres qui essaient de voir plus loin que ce que les entreprises disent. Et une fois qu'on a cette qualité de données, c'est très très important que ces données soient publiques, oui. Parce que c'est la seule façon pour laquelle ça peut revenir au consommateur. Imaginons si on a une marque qui vient vers vous et qui dit ah mais nous tout notre coton est organique, il n'y a pas de problème. Ils le mettent sur leur site internet, c'est très bien. Ils vont aller sur votre site, ils vont dire ah bah oui c'est très bien, on est tous organiques. Bon. Si, au final, les données d'origine sont fausses, si le fabricant avait dit qu'ils avaient une certification GOTS, mais c'était pas vrai, ou alors qu'ils ont donné à une autre factory la production, quel est le bon? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc la transparence et la qualité des données sont vraiment les piliers pour moi de Mais justement, à propos de données, nous, on est en train de faire, c'est un des partenaires de Texworld, qui est le réseau d'innovation et matériel pour l'industrie R3ILAB. Il y a un programme qui est en train de se monter sur l'intelligence artificielle, la définition d'algorithmes avec le grand pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital. En fait, on s'est rendu compte, en montant ce programme qui veut être modèle, donc de donner des moyens pour que les entreprises maîtrisent bien leurs données, c'est que les entreprises elles-mêmes déjà avaient une difficulté à comprendre quel était le champ de données qu'elles maîtrisaient ou qu'elles pouvaient maîtriser, et deuxièmement, quelles étaient les données stratégiques. Sens des données clients, sens des données, je veux dire, liées aux matières qu'elles emploient et le sourcing de ces matières, et le sourcing, je veux dire, de la fabrication, ou sens, je veux dire, des éléments qui sont liés, par exemple, à la logistique, pour prendre des exemples très divers et qui certainement se combinent. Je trouve qu'il y a une vraie question là sur l'importance des données. Où sont-elles? Comment sont-elles analysées? Il y a le donné marché final, n'est-ce pas? Il y a la donnée interne à l'entreprise ou à l'écosystème, s'il vous plaît. Yeah, on data, I feel like with companies similar to, I'm pretty sure everyone knows about the Higg Index by the Sustainable Apparel Coalition. I think it's really interesting what they're doing because they've gone out and assessed the impact of what it means to make different materials, whether that's organic cotton, normal cotton, polyester. And they're the ones that are trying to say, okay, well, if we produce this product, what is the impact of, if we produce this fabric, for instance, what is the impact of that? And I feel like we should give consumers credit. And I think rather than using a generic like organic cotton label or just something that is an overview of that collection, we should talk about the actual data. And companies like the Higg Index and these tools that actually look at, okay, what is the environmental impact, how much water, how much carbon, like literally the data of what we're talking about, then we can show that rather than saying organic cotton. If we tell consumers literally what it means and explaining the impact, carbon, environmental, workers' rights, then consumers are able to make more informed decisions. And like Clear Fashions, this is where this comes in, is educating the consumers on not just the label of a sustainable, okay, shop sustainably. Well, okay, what does that mean? Well, you know, shopping with a collection that's used less water or has used less carbon or has, rather than ship their products over 5 different continents, they've, you know, done nearshore sourcing. So
talking about the detail and the data, I think, is probably where we see progress. C'est très important cette idée de détail, n'est-ce pas, de la data ou de la donnée. Parce qu'en fait, on peut faire des choix également. Vous voyez, si on regarde le transport, si on regarde l'automobile, là aussi, il y a un joli paradoxe dans les attitudes. Bon, je pense que c'est important parce que ça va toucher encore plus l'engagement personnel. On fait des choix. Oui, ouais, bien sûr, on parlait de confiance à un moment donné, et la data, la donnée, elle permet d'objectiver ses choix et de les expliquer, et peut-être aussi ça incite à agir en conscience et à ne pas surréagir. Et la mode s'emballe aujourd'hui dans ces réactions, et il y a encore des marques et des faiseurs qui sont vraiment en réaction et pas tellement en anticipation des sujets. Et ça amène un peu des colosses au pied d'argile, et ça peut rompre la confiance qui est encore fragile. Donc attention, parce que finalement, on a beaucoup parlé de transparence très légitimement, mais une mode responsable, durable, c'est aussi une mode, quelqu'un l'a dit, qui est pérenne, qui dure dans le temps. C'est revenir à la qualité du produit, c'est revenir à des notions, enfin c'est revenir, maintenant on parle de notion de circularité, mais on revient à un bon sens qu'on avait avant la fast fashion, et finalement ça va au-delà de juste une réaction aux injonctions ou des médias ou des consommateurs. Donc il faut aussi faire les choses en conscience, prendre le temps, aller chercher aussi des nouvelles matières. Enfin, il y a des enjeux d'innovation et de R&D au-delà de la transparence, la donnée. On est dans l'amélioration continue. Mais il y a vraiment ces questions de la durabilité, c'est quoi aujourd'hui, et on doit aller plus loin sur la pérennité des produits qu'on met sur le marché. C'est vrai que c'est un point qu'on voit dans le salon. Alors c'est facile parce qu'on est au salon, je parle du salon. Mais dire c'est une chose que nous voit vraiment dans le salon, la gradation étonnante, rapide également de la qualité des produits, n'est-ce pas? Le choix des matériaux, alors c'est très compliqué parfois quand les matériaux sont composites, mais je veux dire, tout le monde a fait, et vous le disiez très justement, le Bangladesh aujourd'hui a fait des progrès absolument considérables en termes d'environnement, mais en termes de traçabilité, de choix des matières, de conditions bien évidemment de travail. Toute cette progression va nourrir, à mon sens, n'est-ce pas, des terreaux positifs de réponse aux attentes d'un consommateur. Mais vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, transparence, mais pas transparence radicale. Enfin, la transparence radicale, c'est le souhait voulu, n'est-ce pas? Mais méfions-nous quand même parfois d'un prosélytisme trop lourd. Néanmoins, pardon. Juste sur la transparence, je pense que de mon point de vue, la transparence, c'est la première étape pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Voilà. On n'a pas la transparence, donc on ne peut rien faire. Mais ça participe à la vision dont parlait notre camarade. Il faut avoir cette vision. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, il faut avoir la vision, la transparence, c'est la première étape. Une fois qu'on aura la transparence, après on peut analyser ces données d'une façon exactement comme vous l'avez souligné. C'est difficile d'analyser ces données. Donc ça sera la deuxième étape. Voilà, on doit avoir la transparence d'abord et après on analysera correctement. Moi, je voulais juste revenir sur la data parce que c'est... en fait, on utilise ce terme, mais en fait, il veut dire beaucoup de choses. Ça veut juste dire de l'information. Il y a l'information qui est donnée au consommateur. En effet, là, du coup, nous, on pense qu'elle doit être simple. Elle doit être aussi... en fait, il faut que les consommateurs puissent avoir de l'information qui soit simple, mais qui puissent aussi décortiquer l'information s'ils ont envie. Et puis aussi avoir une idée de la fiabilité de l'information qu'on leur donne. Nous, on pense ça. Et on pense que, même sans passer via nous, en fait, les marques devraient agir de cette manière-là, en fait, pour donner de l'information sur ces sujets d'éco-responsabilité. Après, il y a la question de l'information chez les marques, qui est quand même une autre question. Par les marques ou chez les marques? Alors, quand on parle de l'information que vont récolter les marques. Donc là, parce qu'il y a le sujet de l'information, elle est fiable, l'information, elle est... est-ce que j'ai la capacité d'aller chercher de l'information sur l'ensemble de ma filière ou seulement des informations sur mon premier rang, mon deuxième rang? Ça, c'est un autre enjeu, en fait. C'est un autre enjeu. Et tout à l'heure, je disais que le premier frein qu'on avait, nous, à faire participer les marques, c'était faire changer la philosophie de communication. Le deuxième frein, c'est la capacité qu'ont les marques à, tout simplement déjà, agréger l'information existante. Et ensuite, il y a le sujet d'aller... Donc, agréger l'information existante, c'est pas simple pour tous. C'est-à-dire qu'il y a pour
certaines marques, les informations sont éclatées dans tous les métiers, donc c'est-à-dire que chaque personne a un fichier Excel qui va centraliser de l'information sur juste certains produits. Donc aller agréger, centraliser ça pour les apporter aux consommateurs, c'est très difficile. Et après, il y a la question de comment je peux aller chercher plus d'informations sur ma filière. Donc il y a vraiment deux sujets différents sur la donnée, quoi. Et après, en plus de ça, en effet, il y a la question de la fiabilité. Alors, et là, c'est là où les acteurs tiers indépendants agissent, en fait. Quand on me dit quand j'ai un fournisseur qui est certifié de telle manière avec tel référentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait là c'est un gros sujet, on voit bien que les marques sont perdues en fait, mais comme nous en tant que consommateurs on est perdus. Finalement une marque ça reste, c'est des consommateurs qui sont à l'intérieur des employés. Donc finalement on n'a pas beaucoup d'informations sur la qualité des audits, sur la qualité des certifications des labels, comme les marques n'en ont pas non plus. Et alors, connaître la fiabilité de chacune des prestations qui sont réalisées pour les marques, c'est encore plus difficile, quoi. Oui, entièrement raison. J'ai été surpris l'année dernière, la formation en entreprise chez les distributeurs ou les marques de mode la plus demandée, c'était comprendre les labels et les certifications. Et c'est des professionnels, hein. Je parlais de l'étiquette tout à l'heure, excusez-moi, mais c'est aussi une information. Une question que je me posais, mais après on va peut-être donner la parole à notre environnement là, sur les gradins. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne manière de faire de l'information? N'est-ce pas aussi, comme on dit en santé, écouter la parole vive du patient? C'est-à-dire que le bon moyen pour que les gens comprennent un certain nombre de choses, pour que les marques descendent une information juste, sans tomber, je veux dire, dans une espèce de discours trop facile, est-ce qu'une des bonnes manières, n'est-ce pas, c'est aussi de recueillir les informations, c'est-à-dire un dialogue avec le consommateur? Alors peut-être pas permanent, mais de même que le consommateur est citoyen à des exigences, le consommateur dans la mode aujourd'hui se veut co-créatif. C'est-à-dire co-créatif, il veut participer à l'expression de son choix pour obtenir la couleur ou la forme qu'il souhaitera. Alors ça rejoint la petite série, ça rejoint la customisation, ça rejoint le vintage, ça rejoint pas mal d'autres choses. Mais je me dis qu'une des bonnes manières, vous parliez d'information avec les enfants, une des bonnes manières, me semble-t-il, pour que les gens comprennent et aient ces bonnes attitudes sans tomber dans des exigences paranoïaques, n'est-ce pas, de parler avec eux, de recueillir leur information, de remonter de l'information. Il y a l'information descendante, n'est-ce pas, il y a l'information qui remonte. Y a-t-il là aussi dans les données des éléments intéressants? On a vu dans l'automobile, je veux dire, le meilleur vendeur de Jaguar, c'était les clubs d'utilisateurs de Jaguar, les vieux amateurs de Jaguar. Bon. Ça servait, semble-t-il, beaucoup la construction de ces autos, leur adaptation. Est-ce qu'il n'y a pas là également un sujet qui est intéressant, justement, pour faire évoluer intelligemment la compréhension de ces labels et des informations qui sont données, pas seulement rassurantes, mais au contraire valorisantes? I think one of the, I always use the example of the traffic light system that you get with food. So, you know, we've all agreed that we want to relay information to the consumer about fat, saturates, sugar, and we've standardized that across all foods. Now, I think that would be incredible where we get to a time where we do that with fashion. So whether that comes with regulation, I don't know. I don't know where we got the the traffic light system with food. Whereas if we had something similar with clothing, we would all agree what information we would give to consumers. It would be standardized, so anytime the consumer would want to purchase from different brands, they are able to make a better choice because they can compare better. And we're all using the same reference. And I think that would be a fantastic progress if, you know, we were all to come together and say, okay, this is the information a consumer would like to know, and this is the information I'm going to give out for every single product, so consumers are able to, you know, to understand what they're buying. I think that's our mission, actually, in Clear Fashion. This is a kind of so our mobile app aims to give information that is standardized to customers so that they can compare different commitments on those several criteria in the fashion industry. Yesterday we were invited by Brune Poisson because there is a new law in France regarding the displaying of social and environmental information on the clothing industry. So there is so many methodology of evaluation that will be
standardized, maybe in 2 or 4 years. So we will take into account those methodology of evaluation. This is in France, but also the directive is European. So this is a good thing because in the next year, it means that consumer will be able to compare brands and clothing on the same criteria. Oui, je voulais réagir à la co-construction, à la collaboration. Et finalement, ce qui arrive là va continuer de mettre de l'injonction sur le marché. Et ça semble évident que les acteurs de la mode ne pourront pas avancer seuls. Donc ça se fait avec ce qu'on peut appeler les parties prenantes. Mais il y a des associations, il y a les entreprises partenaires qui vont aller affiner la data. Et il y a le consommateur. En France, il y a des bons précédents désormais sur le food avec une marque comme C'est qui le patron, par exemple, qui a mis le consommateur au cœur de sa création. Et si je dois regarder les choses froidement, sans rien juger de la qualité de l'offre, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est un succès commercial. Et donc, il est tout à fait... on peut appeler ça de nos voeux dans la mode aussi. J'ai, moi, en tête une entreprise, par exemple, dans le Nord, qui est un sous-traitant qui travaille sur le jean, la maille, le pull dans la mode, et qui passe maintenant à de l'échantillonnage 3D, l'échantillonnage virtuel. Donc, il y a un évitement de l'avion, un évitement d'échantillonnage et donc de gaspillage. Et ça va donner aussi la possibilité, cette façon d'échantillonner, de solliciter le consommateur dès l'amont. Sur les réseaux quels qu'ils soient, mais on a aujourd'hui et des outils et une certaine créativité qui permettent d'associer le consommateur plus tôt, dès l'origine. Et l'idée de la co-construction, elle est évidemment vertueuse dans un monde qui se complexifie et donc à creuser dans la mode aussi. Là-dessus, sur la co-construction, alors nous, on ne permet pas aux consommateurs de construire une offre avec les marques. Par contre, je pense que justement notre rôle aussi chez Claire Fashion, c'est de remonter les besoins des consommateurs, notamment sur les questions de transparence et les changements de pratiques auprès des marques. La manière dont quand vous me demandez comment vous récoltez l'information, comment vous contactez les marques, quelles marques, nous en fait c'est très simple. Les consommateurs, ils demandent le référencement des marques. Ça nous permet, nous, tout simplement, d'aller voir les marques et leur dire, bah voilà, ce mois-ci, il y a 2500 consommateurs qui sont en fait vos consommateurs, qui sont vos clients, qui demandent de la transparence. Ça montre qu'il y a un besoin chez vos consommateurs. Et c'est ça, en effet, qui va permettre à la marque de savoir, ah oui, c'est un sujet qui est important, je ne l'avais peut-être pas identifié jusqu'à présent, c'est un sujet qui est important pour ma cible. Si j'ai envie de garder et de faire en sorte que mes clients soient fidèles, peut-être qu'il faudrait que j'ajoute justement ces informations-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment toutes ces contraintes, parce que ce sont des contraintes, mais des contraintes on en a toute la journée dans tous les sens, ces contraintes se transforment en valeur ajoutée. Ou en valeur déjà, ou en élément de la chaîne de valeur. Oui, pardon. Et nous, on récolte forcément toutes les informations de clics en fait qu'il y a sur l'application. Ça nous permet de savoir qu'est-ce que recherchent les consommateurs, quelles sont les thématiques, etc. Et c'est des informations qu'on nous demande beaucoup. Les marques nous demandent souvent qu'est-ce que les personnes qui ont cherché ma marque ont regardé comme information, est-ce que le bien-être animal ça les intéresse, etc. Bon, aujourd'hui on ne donne pas forcément ces informations, mais c'est vrai que ça pourrait être un moyen aussi de convaincre des marques quand il y a un vrai besoin des consommateurs, on pourrait potentiellement les informer en fait pour qu'elles changent leurs pratiques potentiellement. Pardon, je vous écoutais, mais je faisais un aparté en vous écoutant. Parce que tout ce que vous disiez a beaucoup d'intérêt les uns les autres. Et y a-t-il une question, mesdames, messieurs, monsieur Gorfou, est-ce que vous avez une question au lieu de faire la cour à votre voisine parce que monsieur est dans l'environnement durable jusqu'au cou. Ou est-ce que vous avez une question les uns et les autres à nos intervenants qui... Vraiment le panel bien choisi, bravo Alice, parce que chacun a une force, comme tout ce que vous recevez, une vraie force dans son domaine, apporter beaucoup de solutions, et regardez comme ça se complète, ce maillage se fait admirablement, je suis enchanté d'être avec vous ce matin. Eh bien tu te lèves, tu prends... Tu as la gentillesse de dire qui tu es, parce que c'est important pour nos amis. Entendu. Bonjour, bonjour. Je suis Charles Reboud de la société RBX Création et de la marque Gorfou.
Alors nous, on travaille toutes sortes de matériaux, on va dire, écologiques, pour toutes sortes de produits. Ça va du vêtement à de l'accessoire. Et on travaille aussi bien sur l'Europe, la France que l'Asie. Donc je rentre du Vietnam, où j'étais il y a encore 2 jours. Et en fait, sur la question des critères sociaux, parce que toutes ces problématiques d'audit dans les usines, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a été en contact directement. On voit qu'il y a beaucoup de labels sociaux sur BSCI et autres qui sont pas toutes où il n'y a pas toutes les mêmes normes, tous les mêmes standards sur ces critères. Et je trouve que c'est bien. Parce qu'en fait, en fonction des pays dans lesquels on travaille, on voit que les demandes de la part des travailleurs ne sont pas les mêmes, les standards d'éthique ne sont pas les mêmes, et c'est compliqué de vouloir imposer un standard social, je dirais. Il faut peut-être travailler sur une base de standard social universel, mais après, il y a plein de différences en fonction des pays, en fonction des cultures, qui font que je pense sur ce point de vue-là, il faut respecter certains critères sociaux. Alors après, c'est en effet très compliqué de faire des audits fiables qui soient faciles à expliquer derrière, mais sur ce point-là, je pense que c'est important de montrer qu'il y a différentes façons de travailler dans différents pays. Alors, merci pour la remarque. Vous avez tout à fait raison. Nous, on essaye de plus en plus d'inciter les marques même si elles sont adhérentes à un standard international, à réfléchir d'abord à leur code de conduite. Qu'est-ce que vous demandez à vos fournisseurs? Quelles sont vos valeurs que vous voulez transmettre à tous les acteurs qui travaillent avec vous? Et évidemment, ensuite, ces valeurs doivent être compatibles avec un standard international si vous voulez être adhérent. Et vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, si on applique les standards internationaux de manière bête et méchante, que ce soit en Asie, mais il y a une chose très intéressante. Depuis quelques années, on fait de plus d'audits en Europe. Quand je parle d'Europe, je ne parle pas de la Turquie, je parle même de la France. On a fait, nous, l'année dernière, une 30aine d'audits en France. Et aujourd'hui, on audite des usines françaises avec des guidelines qui ont été construites pour auditer des usines en Asie. Le résultat est très surprenant. Et on se rend compte que, très intéressant. En l'occurrence, sur ces 30 audits en France, sur les standards sociaux, on a quelques résultats qui sont très, très, très loin de ce qu'on aurait pu attendre. Alors, hors micro, on va vous interroger, mon cher ami. Très intéressant. Je disais, comme tout ce que vous avez dit les uns et les autres, vraiment, je suis enthousiaste et très fier d'être à vos côtés. Je vous en remercie beaucoup. Thank you very much indeed, mesdames, n'est-ce pas? Merci Benoît, merci Fred, et bravo. Merci pour l'invitation. Merci Gilles.